Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième capsule de vidéo, toujours en relation avec le deuxième chapitre. Après avoir identifié les principaux facteurs influençant le comportement du consommateur, on passe maintenant au processus de décision d'achat. L'identification des étapes de processus de décision d'achat est une démarche primordiale que les responsables marketing doivent accomplir pour comprendre le comportement du consommateur et satisfaire au mieux ses besoins et ses désirs. En effet, l'analyse du processus d'achat conduit les responsables marketing à moduler leurs actions en fonction de chacune de ces étapes. Toutefois, il faut souligner que le consommateur est l'utilisateur final du produit. Il faut le distinguer de l'acheteur, du client et du prescripteur. Il faut aussi souligner que le consommateur n'est pas toujours un être guidé par la rationalité économique. Il est aussi influencé par ses émotions. À présent, la question qui se pose: quels sont les participants à la décision d'achat? Le consommateur subit des influences en provenance de l'acheteur, des prescripteurs, des leaders d'opinion ou encore des distributeurs. Ainsi, dans une situation d'achat donnée, plusieurs participants peuvent intervenir. À titre d'exemple et pas à titre exhaustif, on distingue entre 7 participants. Tout d'abord, l'inspirateur, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de l'achat du produit, qui a inspiré le consommateur pour acheter. Deuxièmement, c'est le prescripteur, c'est-à-dire celui qui recommande ou ordonne l'acquisition du produit. Ensuite, c'est le conseiller, c'est-à-dire celui qui guide l'acheteur, soit un ami, un parent ou bien un membre de la famille. Ensuite, le décideur, c'est-à-dire celui qui prend la décision d'achat. Après, c'est l'acheteur, c'est lui qui réalise effectivement l'acte d'achat. Aussi, on a le payeur, c'est lui qui paye le prix du bien. Et finalement, c'est l'utilisateur, c'est-à-dire qui se sert du produit. Dans ce sens, notez bien que il est fréquent qu'un même individu cumule plusieurs rôles, c'est-à-dire il se peut être le décideur et l'acheteur en même temps, ou bien un conseiller et décideur et acheteur, etc. C'est-à-dire les cas diffèrent. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, voici 2 exemples types. Bien sûr, selon la situation d'achat, les intervenants sont plus ou moins nombreux. En B2C, ici, l'utilisateur, l'acheteur, le payeur et le décideur sont souvent une seule et même personne. Alors que la distinction des différents rôles prend de l'importance dans le cas de l'achat en B2B, dont le processus implique une segmentation plus fine des rôles. Alors, plus précisément, dans le premier exemple, B2C, c'est-à-dire business to consumer, quand le cas, il y a ici le cas entre la situation entre une entreprise et un consommateur. C'est le cas d'un étudiant qui veut acheter un ordinateur portable. Dans cette situation, l'utilisateur, c'est l'étudiant. Alors que pour l'acheteur, c'est le parent ou bien l'étudiant. Qui va payer? C'est le parent. Qui a décidé d'acheter un ordinateur? Il se peut que soit l'étudiant ou le parent. Pour le prescripteur, c'est-à-dire celui qui recommande ou ordonne l'acquisition de l'achat de l'ordinateur, ici, il se peut qu'il s'agisse de l'établissement de formation qui spécifie les caractéristiques techniques nécessaires dans cet ordinateur. Et finalement, c'est l'influenceur. Ici, c'est qui a influencé le choix de l'étudiant. Soit par exemple une revue spécialisée, ou bien un comparateur internet, ou bien des amis, etc.
La deuxième situation, c'est B2B, c'est-à-dire business to business. C'est le cas d'une situation entre deux entreprises. Je vous propose l'exemple de l'achat d'une machine-outil pour une entreprise de production industrielle. Dans ce cas-là, l'utilisateur, c'est l'opérateur sur chaîne de production. Qui va acheter la machine, c'est le service d'approvisionnement. Qui va payer, c'est le service comptabilité, soit le comptable ou le directeur financier. Qui a décidé de l'achat de cette machine, soit le responsable achat ou le directeur général. Et bien sûr, c'est qui a recommandé ou bien ordonné l'acquisition de cette machine, soit un expert ou l'entreprise a fait appel à un consultant. Alors, comme vous voyez, les cas diffèrent de B2C ou bien B2B. B2C quand il y a une relation entre une entreprise et un consommateur, et B2B quand on a une relation entre deux entreprises. Revenons maintenant au processus de décision d'achat. En général, il y a 5 étapes. On va expliquer chacune de ces étapes. La première étape, et qui est l'étape sine qua non, est la prise de conscience d'un besoin par le consommateur. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'achat. Le point de départ du processus est la révélation du problème ou du besoin. Cette phase de reconnaissance s'achève quand le consommateur admet la réalité de son besoin et la nécessité d'un achat. Alors le besoin peut être naître de multiples façons. Soit j'ai un produit qui est épuisé ou usé, ou bien le produit que je dispose ne donne plus de satisfaction, ou bien un nouveau besoin apparaît, soit la naissance, ou bien je vais acheter un cadeau, ou bien un déménagement, etc. Maintenant, une fois que le besoin est identifié, il s'agit alors pour le consommateur de partir en quête d'informations concernant les solutions possibles à son problème, c'est-à-dire la recherche d'informations. Il collectera plus ou moins d'informations en fonction de la complexité du choix à faire, mais également de son niveau d'implication. Autrement dit, l'achat d'un paquet de pâtes, par exemple, nécessite peu d'informations et implique moins le consommateur que l'acquisition d'une voiture. Il existe généralement deux sortes d'informations. Il y a les informations internes, c'est-à-dire ce sont les informations déjà présentes dans la mémoire du consommateur. Ils sont issus des expériences précédentes qu'il a connues avec un produit ou une marque, ainsi que l'opinion qu'il peut avoir de la marque. Autrement dit, les informations internes sont insuffisantes lors d'un achat de produits courants que le consommateur connaît bien, c'est-à-dire pour un produit qu'on achète tout le temps ou bien on ne nécessite pas beaucoup d'informations, de collecter beaucoup d'informations. Le deuxième type d'information, les informations externes, c'est-à-dire il s'agit des informations sur un produit ou une marque délivrées ou bien obtenues par les amis ou la famille, ou bien les avis d'autres consommateurs ou les médias, sans oublier bien sûr les sources dites commerciales telles que la publicité ou bien le discours d'un vendeur. Alors ici, il y a deux types d'informations, internes et externes. Internes liées aux expériences précédentes de consommateurs et externes, c'est-à-dire externes de lui, c'est-à-dire qui viennent des familles ou bien des amis ou bien de la vie d'autres consommateurs. À présent, une fois que les informations sont collectées, le consommateur va alors utiliser ces informations pour avoir une perception ou une image de la marque
pour établir des critères d'évaluation ou bien d'établir des caractéristiques désirables ou recherchées. Il peut aussi classer les différentes alternatives disponibles et évaluer les plus à même de le satisfaire. À l'issue de la phase d'évaluation, le, le consommateur dispose d'un ordre de préférence permettant de classer les différentes marques. Alors, normalement, la marque qu'il achète devrait être celle qu'il préfère. La quatrième étape, c'est l'évaluation post-achat. Bien, la dernière étape plutôt, c'est l'évaluation post-achat, c'est-à-dire un jugement qui aura de l'influence dans ses futures décisions et son comportement d'achat. Autrement dit, si le produit a apporté entière satisfaction au consommateur, il négligera les phases de recherche et d'évaluation des solutions lors de ses prochains achats pour acheter la même marque, ce qui va favorisera bien sûr la fidélité du consommateur. Au contraire, si l'expérience avec le produit a été moyenne ou décevante, le consommateur répétera les 5 étapes du comportement d'achat lors de son prochain achat. Alors voilà en gros les 5 étapes du processus de décision d'achat. Nous avons avancé que, après la dernière étape du processus d'achat, à savoir l'étape de l'évaluation post-achat, il se peut que l'expérience du consommateur avec le produit soit moyenne ou décevante. Autrement dit, le consommateur soit ou bien il est insatisfait du produit ou des services achetés. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Dans ce sens, le consommateur se trouve dans ces situations de dissonance cognitive quand il y a une insatisfaction à l'égard du produit d'autant plus grande que les informations qui lui sont parvenues à son sujet sont positives. Alors, pour cela, le consommateur pourra se débarrasser du produit s'il n'est pas satisfait. Soit elle va tenter de se faire rembourser ou bien d'échanger le produit, ou entrer dans un processus de communication interpersonnelle négative vis-à-vis de la marque, c'est-à-dire qu'il parle d'une façon négative de la marque avec ses collègues ou bien avec ses membres de famille. Il pourra également tenter de rechercher de nouvelles informations susceptibles de le rassurer sur son achat ou de le réconcilier avec la marque. Alors, dans tous les cas, le travail des responsables marketing est loin de s'arrêter une fois que le produit est vendu. En effet, l'entreprise aura pour tâche complémentaire de rassurer le consommateur et le conforter dans ses choix, même après la vente du produit. Alors pour remédier à cette situation, les grandes marques donnent la possibilité, par exemple, de changer le produit dans un délai de 48 heures ou 24 heures, d'offrir une garantie ou bien un service après-vente, d'appeler un numéro vert pour toute éventuelle question de la part du consommateur. Alors pour mémoire, le processus d'achat se caractérise par 4 étapes. Premièrement, le consommateur doit prendre conscience de son besoin, puis il recherche les produits qui sont susceptibles de le satisfaire. Ensuite, il fait un choix parmi les produits retenus et enfin, il évalue son achat. Ceci dit, les achats ne suivent pas tous la même logique. On distingue entre autres, les achats réfléchis, les achats impulsifs et les achats routiniers. Pour les achats impulsifs, ici, le client achète alors qu'il ne l'avait pas prévu. Généralement, un produit peu impliquant financièrement, c'est-à-dire un produit moins cher.
Dans cette situation, le merchandising joue un rôle clé dans la commercialisation des produits correspond à un achat d'impulsif, car ceux-ci doivent être remarqués et séduire pour être achetés. Alors, l'exemple type de l'achat impulsif, c'est le paquet de bonbons qu'on achète à la caisse d'une grande surface. J'ai dit, le merchandising, c'est-à-dire c'est l'ensemble des méthodes de présentation et de valorisation des produits dans un espace de vente en livre de service, dans une grande surface par exemple, Marjane ou Asparcel. Alors, l'achat impulsif, c'est un achat non réfléchi, c'est-à-dire qui est déclenché à une situation favorable. Par exemple, je vois une promotion de vente dans une grande surface et j'achète le produit sans penser. Le deuxième type d'achat, c'est les achats routiniers. Un achat routinier, c'est un achat par habitude. Par exemple, l'achat d'une baguette de pain, du journal, etc. Ici, le consommateur ne suit pas le processus déjà étudié. Il passe directement à l'achat. Alors, pour les achats courants à faible niveau d'application, c'est-à-dire quand on achète un produit moins cher, on ne va pas passer par toutes les étapes du processus. Ici, le consommateur ne considère pas qu'un nombre limité de marques au moment de faire leur choix, c'est-à-dire dans le cas d'achat routinier, car celles qui leur viennent en tête en premier ou qu'ils connaissent en moins du nom. Ici, on parle des marques top of mind. Par exemple, quand je vous demande tu veux acheter par exemple de l'huile et tu dis voilà, la première marque qui te vient à l'esprit c'est le Sieur ou bien l'Usra ou bien Afia, etc. C'est-à-dire la première marque qui vient à votre cerveau. Aussi, l'achat sera par contre totalement routinier en cas de fidélité exclusive à la marque. Par, par exemple, si je suis fidèle à une marque donnée, je ne passe pas avec ce processus-là parce que j'ai déjà acquis une certaine expérience en la matière. Par exemple, il y a des gens qui sont fidèles à certaines marques. Par exemple, pour l'achat d'un pot de chocolat, la plupart des gens sont très fidèles pour la marque Nutella. Alors, nombreux sont les produits pour lesquels le consommateur ne se sent guère impliqué ni ne perçoit de véritable différence entre les marques. Prenons l'exemple de celle de la table. La plupart des gens n'y prêtent guère attention et se contentent d'acheter la marque disponible au point de vente. S'ils achètent toujours la même, c'est plus par habitude qu'en raison d'une véritable fidélité des produits. Alors, dans le cas d'achat routinier, le consommateur ne passe pas par la séquence habituelle, c'est-à-dire image, attitude, comportement. Il n'y a pas de recherche active des informations, mais une exposition passive à l'information disponible à la télévision ou bien à la radio. Ici, la conviction laisse place à la familiarisation, c'est-à-dire on devient familiarisé avec des produits, avec des marques données. Par contre, dans le cas d'un achat complexe, le consommateur aura tendance à fournir des efforts et de temps pour collecter de l'information pertinente et évaluer les différents produits avant de prendre sa décision finale. Un achat réfléchi est un achat dans le cadre duquel l'acheteur effectue et généralement une démarche approfondie de recherche d'informations et une phase raisonnée de sélection et d'évaluation. C'est le cas par exemple d'acheter une voiture ou bien un nouvel ordinateur ou bien d'un appartement. C'est-à-dire dans le cadre de ce genre d'achat, le consommateur est bien impliqué, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs considérations dans son achat. À ce stade, il convient d'ajouter qu'il existe différentes situations d'achat qui diffèrent selon
du type de bien acheté, selon le degré d'implication, de la nature de l'achat, des besoins d'information, du degré de la différenciation de la marque et du nombre d'intervenants dans la décision d'achat. Bien sûr, il est également nécessaire de souligner que ces types d'achats diffèrent selon la perception du consommateur. L'achat d'un même produit peut être complexe et cognitif pour un consommateur, mais routinier et affectif pour un autre. Autrement dit, un même produit ou service n'entraîne pas forcément le même type de comportement en fonction du consommateur concerné. À titre d'exemple, un étudiant ayant récemment pris son indépendance, qui fait ses courses par lui-même pour la première fois. Ici, l'étudiant doit passer par les différentes étapes de processus d'achat pour acheter des produits de consommation courante, par exemple d'acheter des pâtes, lessives ou bien des huiles, etc. Dans ce cas-là, pour l'étudiant, il s'agit d'un achat complexe et cognitif. Il souligne bien, il achète des produits de consommation courante, c'est-à-dire des produits de première nécessité par exemple. Par contre, une mère de famille, habituée à faire des courses, ça ne pose pas problème pour elle. Elle a ses habitudes de consommation et sait directement quelle marque de pâte, bien de lessive, doit choisir et mettre dans son chariot. Dans ce cas-là, pour la mère, il s'agit d'un achat routinier. Alors, vous voyez que le type d'achat diffère selon la perception et l'expérience de chaque consommateur. Alors, c'est la fin de cette capsule. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage.